Donc on va donner maintenant la parole à notre grand témoin de la matinée, qui est donc Pierre Corvol, qui est administrateur au Collège de France et ancien président du Conseil scientifique de l'INSERM. On a deux présidents du Conseil scientifique. Voilà, exactement. Donc je m'arrête là. De toute façon, toutes les informations pertinentes sont dans le petit livret. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Effectivement, l'intégrité m'oblige à dire aussi que je ne suis plus administrateur au Collège de France et donc je suis dénué de tout lien d'intérêt et je peux parler librement avec vous d'intégrité scientifique pour laquelle je n'ai pas beaucoup de compétences. Du moins, elles sont récentes, dans la mesure où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche m'a demandé un rapport sur l'intégrité scientifique en fin janvier que j'ai remis à son cabinet en fin mai comme prévu, de façon à pouvoir faire évoluer, je pense, les choses. Comme ce rapport est demandé ad intuiti personae, je ne peux pas en faire état. Néanmoins, ce que je voudrais, c'est vous faire part des moments de réflexion que j'ai pu avoir avec les différents entretiens. D'une part, les questionnaires que j'ai pu envoyer aux grands organismes de recherche et aux universités pour essayer de faire évoluer dans un sens positif cette question importante qui est l'intégrité scientifique en France. Alors, je voudrais remonter quand même, c'est normal, aux Lumières, parce que c'est là que la science est devenue quelque chose mis en premier avec cette allégorie que vous voyez, et d'autre part la première très grande encyclopédie française avec Diderot et d'Alembert. À cette époque, personne ne pouvait, je crois, imaginer que la science n'était pas intègre. La science était en fin de compte, à ce siècle, la base même de la confiance que l'on pouvait avoir dans la connaissance et l'accumulation des connaissances qui pouvaient faire progresser l'humanité. Et c'est vrai que les enjeux de l'intégrité scientifique, tels qu'ils sont à l'heure actuelle repris par le Conseil de l'Union européenne, c'est de pouvoir accroître la qualité de la recherche dans l'écosystème de recherche européen et ainsi de pouvoir donner à la recherche le maximum d'efficacité et d'impact pour le futur. Et les conséquences des méconduites scientifiques, qui sont une des grandes préoccupations du Conseil européen de la science et de l'innovation, c'est la perte de la crédibilité dans la science. C'est une science non reproductible, et ça j'y reviendrai car c'est un point extrêmement important à considérer à l'heure actuelle, avec des conséquences qui peuvent être, je dirais, dramatiques dans le domaine de la santé, de l'environnement, et naturellement qui a un coût financier difficile à apprécier, mais qui existe. Par exemple, le simple traitement d'une fraude caractérisée aux États-Unis a été évalué à 425 000 $ pour un article rétracté. Conséquence dans le domaine de la santé, j'en prendrai qu'un. C'est parce qu'il est particulièrement important. C'est l'expérience, le rapport de Wackenfield qui avait dit que la triple vaccination rougeole, oreillon, rubéole entraînait un autisme. Ceci a été controuvé à plusieurs reprises, publié dans le British Medical Journal, une dizaine d'années après les premières allégations. Et en fin de compte, il persiste toujours, à l'heure actuelle, une méfiance vis-à-vis de la vaccination et des triples vaccinations, alors même que Wackenfield a été destitué de l'ordre des médecins en Angleterre. Alors, je voudrais aussi vous dire que l'éthique de la recherche, l'intégrité scientifique et la recherche intègre ne sont pas équivalents. En effet, vous avez parlé, nous parlons ici essentiellement d'éthique. Quand on parle d'intégrité scientifique, on parle d'autre chose. On parle de la conduite d'une recherche intègre, responsable, d'une innovation qui doit être intègre. Et le mot intégrité est évidemment très important. Et si vous voyez la définition du mot intègre, c'est simplement un tout qui ne peut pas être altéré, qui ne peut pas être falsifié, à qui on ne peut ni ajouter ni soustraire quelque chose. C'est ça l'intégrité. Ce n'est pas l'éthique. Donc nous ne sommes pas ici dans une réflexion strictement parlée de l'éthique. Évidemment, il y a d'autres types d'infractions, d'ailleurs à l'éthique scientifique, qui se rapprochent en quelque sorte aussi des infractions à la conduite correcte de
la recherche, à savoir des expérimentations qui pourraient être potentiellement néfastes pour l'environnement, l'humanité, et le non-respect des règles d'éthique que vous connaissez bien, qu'il s'agisse d'expérimentation animale ou d'études cliniques et d'autres types d'inconduites qui n'ont pas, là aussi, de rapport avec l'intégrité scientifique, notamment les questions de harcèlement, vandalisme, etc. Et enfin, l'erreur scientifique existe, elle a existé, elle existera, c'est, je dirais, humain. Nous sommes tous faillibles, on peut faire des erreurs, mais comme le dit le dicton, errare humanum est, mais persévérare ne l'est peut-être pas. Donc, à partir du moment où l'on persévère dans une erreur et que l'on a été remis théoriquement dans le droit chemin, persévérer pose quand même une question, et ce n'est pas anodin en recherche. Je parle là encore une fois comme non spécialiste du domaine de l'intégrité, mais en revanche, dans un laboratoire, on voit des gens qui retombent dans les mêmes erreurs, et c'est source aussi, je dirais, de résultats irreproductibles, alors même que l'on leur a dit à plusieurs reprises de corriger ces erreurs. Voilà. Alors la fraude en sciences où l'arrangement intentionnel des données existe en fait depuis toujours. Dans l'Antiquité, je ne vais pas revenir là-dessus bien sûr, mais il y avait déjà des profondes, je dirais, données qui n'étaient pas correctes et qui n'étaient pas effectivement strictement parlé intègres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont plus facilement repérées, notamment grâce aux logiciels. Le plus spectaculaire, ce sont les logiciels pour le plagiat qui peuvent être utilisés et qui sont utilisés non seulement par les éditeurs, mais aussi dans beaucoup d'universités. Elle est plus médiatisée aussi. Je dirais, tous ces manquements à l'intégrité scientifique sont la source de proie, je dirais, pratiquement pour les médias. Et plus préjudiciable, car largement diffusée, une falsification peut entraîner un certain nombre de conséquences du fait de la globalisation de la recherche. Alors, on parle toujours, bien sûr, de la responsabilité du chercheur en cas de méconduite scientifique. Mais il faut voir aussi que les institutions elles-mêmes ont une responsabilité, et notamment le chef d'établissement a une responsabilité sur le fait qu'il conduit ou non, ou qu'il imprime ou non, une politique scientifique qui soit intègre, responsable et qu'il met tout en œuvre dans son établissement de façon à l'assurer et à le vérifier. Car toute, je dirais, toute politique dans ce domaine-là doit être aussi contrôlée. Alors, quelle est l'importance, je dirais, des méconduites scientifiques? On les détaillera un peu plus tard. En fait, il est très difficile d'avoir une estimation. Là, je vous ai donné une estimation, mais ces estimations, personnellement, je ne les considère pas comme solidement établies, pour plusieurs raisons. Il n'y a pas d'indicateur fiable. Ce sont souvent des auto-questionnaires, des estimations. On demande à des chercheurs de dire combien de fois ils ont, je dirais, truqué, embelli leurs résultats. En fait, il est très difficile de pouvoir quantifier de façon précise le nombre de papiers qui ont été moyennement embellis. Je ne parle pas des grandes fraudes, des grandes falsifications qui sont là vraiment très rares. Mais pour les petits manquements, les petits arrangements avec les données, c'est très difficile de le savoir. Néanmoins, à l'heure actuelle, il y a une littérature qui insiste sur le fait que beaucoup de résultats ne sont pas ou peu reproductibles. Et ceci est vrai dans le domaine des sciences du vivant, dans le domaine des sciences dures à moindre égard, et dans le domaine des sciences humaines et sociales. Vous avez peut-être vu, il y a plusieurs articles, notamment dans Science, montrant, je dirais, la non-reproductibilité d'un certain nombre de recherches qui peuvent être dues en partie, pas totalement, pas exclusivement, mais aussi à des méconduites scientifiques. Alors pourquoi ? On dit à nos chercheurs, quand on écrit un article, et moi je suis le premier, mais on va essayer de raconter une belle histoire, storytelling, pour pouvoir vendre, entre guillemets, l'article. C'est tout dire. C'est la survente dont on a parlé déjà ce matin. On lisse l'histoire, on lisse les courbes, on surinterprète les résultats,
on biaise une littérature et tout le monde est capable à ce moment-là, avec un peu de talent, je dirais, de vendre un article qui ne devrait pas être vendu. Combien de fois je me suis insurgé dans un jury de thèse quand je vois encore une fois quelqu'un qui dit que les résultats qu'il vient de démontrer lui permettent d'affirmer, alors là sans hésitation, que le produit ou la voie métabolique découverte ou que la voie de signalisation mise en évidence va conduire à une thérapeutique et que de toute façon il va soulager l'humanité souffrante puisque ce dont il s'occupe, c'est un grand problème de santé publique. Il n'a aucune connaissance de ce qu'est un grand problème de santé publique. Et bien entendu, les résultats ne donneront rien du tout. D'ailleurs, il y a eu un article qui a été publié, je crois que c'est dans Science ou dans Nature, dans lequel il a été montré qu'en prenant 100 papiers publiés dans Cell, Science et Nature, la Sainte Trinité, eh bien, 10 ans plus tard, alors que les auteurs avaient dit que leurs résultats conduiraient à quelque chose de spectaculaire, résultat des courses, moins de 5%. Ce qui est déjà pas mal, hein, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez le voir aussi. Moi, je suis plutôt optimiste et je trouve que c'est pas si mal, mais il ne faut pas quand même le survendre. Alors, d'autre part, le chercheur peut avoir l'intime conviction que ce qu'il a trouvé une fois va être répété et qu'à la limite, c'est même pas la peine parce qu'il est certain que ça va donner ça. Et je pense que c'est plus fréquent qu'on ne le croit. C'est encore un arrangement, si je puis dire. Ils pensent que ces expériences ne doivent pas être répétées et donc il va en fait sélectionner ces expériences. Alors depuis quand s'occupe-t-on d'intégrité scientifique et de traitement de l'intégrité scientifique ? Pas depuis si longtemps que cela, alors que c'est une histoire ancienne. En 92, aux États-Unis, se crée l'Office of Research Integrity, qui va traiter de façon pénale, et j'insiste là-dessus, les manquements graves à l'intégrité scientifique. En 99, l'INSERM, et là on peut être fier de notre, je me mets dans le cadre de l'INSERM, hein, on peut être fier de notre organisme, vous pouvez être fier parce que pour la première fois, dans un grand organisme de recherche public en France, se crée une délégation à l'intégrité scientifique qui est pour moi absolument essentiel et qui va traiter, indépendamment du comité d'éthique qui existe, qui va donc traiter les problèmes de manquement à l'intégrité scientifique. 2005, une charte européenne du chercheur, un rapport 2007 précoce de l'OCDE sur l'intégrité scientifique, qui est particulièrement important parce que là, on va traiter aussi des problèmes économiques liés à l'absence d'intégrité. The Singapore Statement on Research Integrity, une sorte de déclaration qui est à l'heure actuelle acceptée par tout le monde. Il y a un code européen en 2011 et en France, en 2015, une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, qui est donc un élément important. Alors aux USA, je reviens donc sur la création de l'ORI, qui dépend du Public Health Service et qui va traiter de façon pénale les cas de ce qu'on appelle les FFP. Les FFP, c'est fabrication, falsification et plagiat. Avec donc, d'autre part, dépendant de l'organisme, de cet organisme, d'une part, une mise en réseau de responsables, de référés, de référents pour l'intégrité scientifique. Et cet office a aussi une action importante en termes de prévention, de formation, de protection des détecteurs d'alerte et à la National Science Foundation, qui est donc différente du NIH, vous avez un office de l'inspecteur général qui traite les cas de méconduite scientifique de la même manière que l'ORI. Alors moi, j'étais intéressé lors de cette mission à passer 3 jours à Washington et de discuter notamment à la Maison-Blanche sur l'Obama Memorandum. J'ignorais ce mémorandum, mais qui montre l'importance de l'engagement politique au niveau national. En 2009, effectivement, vous pourrez regarder ce mémorandum qui a donné une direction claire et précise aux agences fédérales de recherche aux États-Unis, le NIH, le NIST,
le NSF, etc., pour traiter de façon, je dirais, similaire mais adaptée en fonction de la recherche pratiquée par chaque agence, une politique scientifique, d'intégrité scientifique. Et ça, c'est un point très important. Alors, en Amérique du Nord, nous avons une autre manière de traiter l'intégrité scientifique avec les FRQ, les fonds de recherche au Québec. Il y en a 3, suivant qu'il s'agisse de sciences dures, de sciences humaines et sociales ou de technologie et de sciences de l'ingénieur. Il n'y a pas de traitement pénal des méconduites. Donc c'est une vue contrastée que nous avons dans ces deux pays. En revanche, j'insiste là-dessus, même si c'est le cas aussi aux États-Unis, le Québec et le Canada ont adopté une politique par laquelle le financement de la recherche par les agences soit fédérales, soit au niveau du Québec, ce financement est conditionné à l'assurance que l'institution qui va recevoir les fonds a mis en place effectivement une politique d'intégrité scientifique dans tous ces aspects, à savoir formation et traitement des cas de méconduite. Alors si on regarde en Europe comment ceci se passe, on a 3 pays, le Danemark, la Norvège et la Pologne, que je n'ai pas indiqué ici, mais qui traitent de la même manière pénale les cas de manquement à l'intégrité scientifique, mais vous avez d'autres possibilités, comme par exemple en Allemagne, vous avez un médiateur, en Suisse, vous avez une commission à l'intégrité scientifique dans laquelle se trouvent entre autres des membres de l'Académie des sciences. Au Royaume-Uni, vous avez une association indépendante qui s'occupe de ce sujet en coordonnant les différents référents pour l'intégrité scientifique. Aux Pays-Bas, encore une autre possibilité. Donc la question qui se pose, c'est et nous, en dehors de l'INSERM et après l'INSERM? C'est d'autant plus important que le Conseil européen pour la science et l'innovation, avec Carlos Moedas, attire l'attention que tous les acteurs doivent être impliqués. Les chercheurs, bien sûr, eux-mêmes, mais aussi la communauté de recherche, et que chaque organisation qui finance ou qui réalise la recherche doit être impliquée dans une politique d'intégrité scientifique de façon à prévenir, autant que faire se peut, les méconduites, et non seulement les méconduites graves, les fameux FFP, fabrication, falsification, plagiat, mais aussi les petits manquements à l'intégrité scientifique sur lesquels je vais revenir, car ils sont fréquents, je dirais même très fréquents et bien sûr trop fréquents. Alors en France, comme je l'ai dit, nous avons donc la charte qui a été signée en décembre 2015 par la CPU et puis par plusieurs organismes de recherche, par l'INSERM bien sûr, et ensuite qui a été signée par l'Institut Pasteur, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Mais nous avons aussi une loi qui est récente, d'avril 2016, qui est relative à la déontologie, aux droits et aux obligations des fonctionnaires. Donc, beaucoup d'entre vous sont peut-être encore des fonctionnaires. Moi, je suis un fonctionnaire à la retraite, mais quand même, je peux essayer de promouvoir cette loi dans la mesure où elle s'adresse aux fonctionnaires en service, aux chefs de service, elle a trait au conflit d'intérêts, au cumul d'activités des fonctionnaires, et elle met bien en évidence l'importance d'un référent déontologue dans les organismes qui dépendent de l'État et où travaillent des fonctionnaires. Donc voilà une loi très importante dont les décrets d'application ne sont pas encore parus mais que nous attendons et qui, je dirais, donneront un cadre légal à l'intégrité scientifique. On ne pourra pas jouer avec. Alors, pour savoir ce qu'il en était, avec Rémi Giquel, qui est un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, j'ai mené une enquête auprès de 8 grands organismes de recherche qui sont indiqués ici, 6 grands établissements de recherche que je n'ai pas détaillés. Et pour cela, nous avons envoyé un questionnaire simple à remplir. Et ensuite, nous avons eu un entretien avec chacun des présidents directeurs généraux qui étaient assistés de différents collaborateurs.
Et donc ça a été extrêmement fructueux pour pouvoir avoir leur réaction qui a été variable. Vous allez avoir quelques résultats. D'autre part, nous avons envoyé le même questionnaire après que j'ai fait un exposé au niveau des vice-présidents de recherche ou des présidents de la commission recherche de la CPU. 72 universités, 27 répondants. Moi, j'étais comme chercheur, je trouvais ça catastrophique, mais on m'a dit que dans les sciences humaines et sociales, quand on avait taux de réponse comme ça, on devait s'estimer heureux. Moi, je ne m'estime pas suffisamment heureux, mais voilà, je vous donne en même temps ce qu'on m'a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a posé comme question ? On s'est demandé, la première question, c'est savoir si oui ou non, il y a un dispositif dédié. Eh bien, il y a un dispositif dédié dans 5 établissements sur 14, alors qu'un certain nombre de ces établissements ont un comité d'éthique, comme par exemple le COMETS avec le CNRS, mais il n'y a pas de délégation à l'intégrité scientifique au CNRS, à l'inverse de l'INSERM. Donc 5 sur 14, hein, et 7 sur 27 universités ont un dispositif dédié. Donc je vous donne simplement les chiffres. Nous avons naturellement posé la question de savoir quels étaient les manquements à l'intégrité scientifique, comment ces manquements ont été traités au sein des établissements que nous avions interrogés, savoir s'il y avait une politique d'information, de sensibilisation et de formation à l'intégrité scientifique. Et puis, en même temps, et ça j'y reviendrai à la fin, je pense qu'un des grands avenirs, je crois, pour l'intégrité de la recherche et d'une manière générale, pour l'amélioration de la qualité de la recherche, c'est, je dirais, la galerie des open. Open data, open access, open source, open medicine, open science. J'y crois profondément. Et donc, on a posé la question aussi aux grands établissements de recherche, aux organismes de recherche et aux universités s'ils avaient ou elles avaient une politique à cet égard. Je dirais simplement que c'est peut-être plus, je dirais, dans la réflexion et dans l'action que se situent à l'heure actuelle sur ces sujets les grands établissements de recherche. En revanche, les réponses franches des universités qui ont répondu, c'était sujet très important que nous considérons, ça bouillonne, en émergence, ça viendra. Oui, c'est exactement ce que pensent les gens. D'un autre côté, je pense que c'est fondamental. D'abord, c'est dans la loi, c'est dans le mémorandum d'Obama, c'est dans la loi. Tout ce qui est issu de la recherche publique doit être considéré comme pouvant être mis à la disposition de chacun, avec bien entendu, il y a des réserves possibles, naturellement. Alors, les cas de fraude, etc., ont été posés dans ces questionnaires, mais ce qui était pour moi le plus intéressant, mais très difficile à quantifier, en fait inquantifiable aujourd'hui, en tout cas en France, ce sont les pratiques douteuses, répréhensibles de recherche, les petits manquements qui font qu'on oublie un point, les outliers, et qui n'a pas enlevé un point aberrant, entre guillemets. Moi le premier, je dois le dire, ça c'est sûr. Il y a cette zone grise qui fait qu'on est parfois limite. Et puis les conflits d'intérêts non déclarés, mais ça, je ne reviens pas. Alors voilà le résultat cumulé. C'est-à-dire que si je prends l'ensemble de tout ce qui nous a été rapporté pour une période de 5 ans, 2 cas de falsification, 22 cas de falsification, etc. Le plagiat est le plus facile à identifier. Mais même le plagiat, ce n'est pas évident parce que ça dépend quelle est l'importance, si c'est de l'autoplagiat, etc. Je ne vais pas rentrer naturellement dans les détails. Les conflits sur les signatures sont fréquents et évidemment occupent beaucoup de temps et en plus, je ne suis pas certain qu'ils soient tous rapportés dans, naturellement, ce que nous avons pu recueillir comme information. Les conflits d'intérêts non déclarés, comme vous voyez ici. Les décisions, donc les décisions rapportées, encore une fois, dans ce questionnaire, 24 sanctions, 23 non-lieux, donc un équilibre que vous pouvez considérer. Alors, les allégations sont habituellement transmises aux référents délégués à l'intégrité scientifique quand il existe. Mais le problème, c'est que, et vous l'avez vu, il y en a peu, ce qui fait que les allégations sont transmises parfois
à la direction des ressources humaines, ce que je trouve pas tout à fait compréhensible, ou à la vice-présidence recherche, ou aux responsables des formations doctorales, etc. La confidentialité est habituellement la règle plutôt que l'anonymat. Souvent, les organismes ou les universités nomment un comité ad hoc pour pouvoir traiter un cas difficile. Et ensuite, le traitement dépend naturellement du statut de celui que l'on accuse de méconduite scientifique et la sanction disciplinaire, in fine, dépend du chef d'établissement. Alors, il est important pour moi que ce type de traitement soit conduit naturellement précocement, de façon transparente et ouverte dans l'établissement, parce que sinon les réseaux sociaux s'en occupent. Et ça, c'est clair qu'à l'heure actuelle, avec PubPeer par exemple, et avec Retraction Watch, vous avez une diffusion rapide des cas de méconduite scientifique. Je ne voudrais pas du tout, d'ailleurs, mettre le haro sur PubPeer, par exemple, qui se considère comme un online journal club, qui était une chose tout à fait intéressante dans la mesure où ce serait a priori idéal de pouvoir continuer à discuter un article de façon friendly avec les collègues. Mais le problème, c'est que PubPeer aussi est une manière de pouvoir, je dirais, mettre en doute l'intégrité d'un papier. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir, et donc nous avons travaillé avec Rémi Gicquel, avec une série de collègues, dont certains sont d'ailleurs ici, sur la mise en forme d'une proposition de formation à l'intégrité scientifique. Et je crois qu'il serait souhaitable qu'il y ait une mise en commun d'un certain nombre d'outils. Il y en a beaucoup qui ont été développés, la plupart du temps en langue anglaise, mais il existe aussi en français. Il y a notamment Bordeaux qui met au point à l'heure actuelle un MOOC. Et donc, il serait important de pouvoir disposer d'un site dans lequel on puisse récupérer pour non seulement d'ailleurs les universités, les grands organismes de recherche publique, mais aussi pour les fondations privées. Les fondations privées ont une politique d'intégrité scientifique et en même temps une politique éthique. Et donc, je crois qu'il faut que nous partagions ces outils mis à la disposition. Alors, donc, quand commun, voilà les questions que nous nous sommes posées. Il y a des documents écrits comme celui-ci qui a été réalisé par le CNRS en 2014, qui est un excellent document écrit, mais vraiment long à lire, hein. Je doute qu'un étudiant en master, car je pense qu'il faudrait commencer très tôt, lira les 60-70 pages. Alors, ce document est quand même très utile, bien sûr, pour non seulement les étudiants, mais les encadrants. Car quand je dis qui, ce n'est pas seulement les masters, mais les encadrants. Et il serait même d'ailleurs idéal qu'un certain nombre de sessions de sensibilisation, de formation et d'information aient lieu en présence d'encadrants et de jeunes chercheurs. Au passage, ce guide va être ou est en train d'être actualisé pour, d'une part, et d'autre part, mis à la disposition de toute la communauté scientifique et pas uniquement pour le CNRS. J'insiste sur le côté des outils numériques qui peuvent être réellement très utiles. Il y en a un ou deux qui ont été mis aussi au point par l'Office of Research and Integrity, qui est intéressant. Journée de formation, c'est intéressant. Dans la mesure où la plupart des grands organismes de recherche ont mis en place une telle journée de formation. Maintenant, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc ce serait important de savoir quel type de contrôle, comment l'exercer. Avec les MOOC, ça peut être une manière de procéder. Alors, au moins, nous avons eu l'attention attirée lors de cette mission par le fait qu'il y avait une réforme de la formation doctorale avec une série d'arrêtés. Et donc l'article 3, alinéa 3e du 25 mai 2016, a été modifié pour intégrer, si je puis dire, l'intégrité scientifique dans cet article. Les écoles doctorales veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique, les deux.
Et d'autre part, le mot veille à, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit le faire, même si ce n'est pas dit comme ça, parce qu'on est en France. Donc, il est interdit d'interdire, mais enfin, on peut quand même penser que le mot veille a une forte signification ici. Alors, moi, à l'issue de cette mission et de ces questionnaires et de ces entretiens, j'étais complètement naïf, hein, donc j'avais une vue plutôt négative des choses, et je trouve que nous avons, je crois, perçu qu'un cadrage national et juridique unique est souhaitable. Qu'il y ait, sans pour autant une obligation, une règle de nouvelle... on peut contrôler un minimum sans surcharger. La mise en place de référents intégrité scientifique et de moyens semble indispensable dans chaque établissement. De développer des formations d'intégrité scientifique, d'harmoniser un minima et de mutualiser les moyens, et de mettre sans doute une structure nationale transverse qui puisse servir de lien institutionnel, de conseil, d'avis dans les cas particulièrement difficiles. Voilà quelques propositions. Alors je termine simplement par deux mots peut-être, par les open data, qui sont donc la possibilité donnée aux chercheurs de pouvoir accéder, de déposer et d'accéder aux données brutes de la recherche. Et je vous signale qu'il existe à l'heure actuelle un projet de loi qui passe entre le Sénat et l'Assemblée pour une république numérique qui incite à mettre à disposition gratuitement les données de la recherche publique et de leur réutilisation. Et au passage, regardez bien le livre blanc du CNRS, Une science ouverte, qui est tout à fait bien documenté et particulièrement intéressant. Open Access, c'est la possibilité de pouvoir consulter les publications de façon libre et gratuite. Alors, nos collègues dans les sciences dures, astrophysique, physique, mathématiques, utilisent volontiers Archive ou HAL. Par exemple, l'INRIA fait ses rapports d'activité à partir de ce que les chercheurs ont déposé dans HAL, mais il n'y a pratiquement rien en biologie. Vous avez des revues qui sont intéressantes, comme Life Science ou F1000 Research, qui sont des revues complètement ouvertes avec des discussions, des forums, etc., où la publication, en fait, gagne en qualité avec l'interaction de la communauté scientifique. Alors, je termine simplement avec le problème de la reproductibilité des résultats, pour vous dire qu'il y a eu dans le Lancet, suscité par Richard Horton, qui est l'éditeur en chef du Lancet, une grande discussion sur l'absence de reproductibilité des résultats, qui est en partie, mais pas uniquement, encore une fois, liée, je dirais, aux méconduites scientifiques, avec comme objectif de créer un certain nombre d'indicateurs, de promouvoir la reproductibilité en matière de recherche et de régulièrement, année par année, donc ça va être à suivre, de voir quelles sont les améliorations qu'il peut y avoir en matière de reproductibilité de la recherche. Je vous ai indiqué ici ce que veut faire cet horizon, de façon à pouvoir, tous les 12 mois, apprécier Alors je terminerai en disant que, bon, c'est bien tout ça, mais pourquoi est-on non intègre ? Il y a plein de raisons entre le grand fraudeur, tricheur et celui qui embellit. Le grand problème, c'est évidemment l'enjeu de carrière, de notoriété, l'enjeu financier, l'effet négatif d'une bibliométrie quantitative, ça nous le savons. Changer le système, ce serait ça l'idéal, ce n'est pas évident, m'a-t-on dit. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va changer tout de suite les choses, mais au moins, je pense que la responsabilité incombe aux chercheurs, mais aussi aux agences de financement. J'insiste encore une fois sur l'importance que les agences de financement doivent avoir vis-à-vis de la certitude, autant que faire se peut, de la poursuite d'une politique intègre et d'une politique scientifique dans l'établissement qu'elles vont financer. La responsabilité des éditeurs, j'ai la faiblesse de penser que les académies aussi pourraient jouer un rôle. Elles ont d'ailleurs joué un rôle avec l'établissement par l'Académie des sciences
d'un rapport en 2011 sur la nouvelle bibliométrie pour le chercheur, dont vous n'avez sûrement pas entendu parler, vu que ça n'a pas été mis sur le site. Voilà, je vous remercie.